Donc les valeurs sont inculquées à travers deux choses. Soit la présentation d'une pancarte pour justifier les valeurs qui vont choisir, ou bien pour le travail d'équipe. On a une panoplie de jeux, donc ils vont faire un tirage aussi, ils vont choisir un jeu, soit les Lego, soit le nœud, donc pour se défaire, et en même temps, on contrôle l'esprit d'équipe, la coopération, etc. Ils sont notés sur ça. Ça, c'est le premier volet des jurys. Là, c'est un exemple de pancarte distribuée avec les jeux, etc. Deuxième volet, c'est l'innovation projet. Et chaque année, il y a une thématique. L'année dernière, parce que c'était le 50e anniversaire de la Mini-Stage, donc c'était sur la thématique des phrases. Cette année, la compétition est intitulée sur la thématique des villes de demain. Et les élèves ont été amenés à choisir un projet qui a un lien soit sur des déchets, des champs, etc. Donc chaque équipe doit présenter un projet de la même manière, à travers les critères. On commence par le ou bien un critique physique développé. Donc là, c'est la présentation des projets par les équipes. Donc là, une présentation par contre, c'est des maquettes sur lesquelles on a travaillé depuis partout. Donc c'était pas en général. Troisième volet, c'est le logo. Donc le logo qui va généralement dans le jeu se passe sur 3 ans. Chaque mission a des points. Donc, et chaque équipe doit choisir sa stratégie. Est-ce que je dois faire cette mission revenir, ou bien faire un seul passage, faire beaucoup de missions pour avoir beaucoup de missions. Donc, en fin de compte, on compte le meilleur score, et on place les équipes, et ça compte uniquement que 40%. Donc, concernant le critère robot, donc on les juge en fonction du design et de l'argumentation. Je pense que ça va être programme bien dans la solution de conception. Là, c'est la présentation du projet. Donc, on restera dans cette lignée, donc en ayant la promesse, que ce soit des responsables des directions régionales, mais en même temps, à travers la confiance qu'on a pu instaurer entre nous et l'association l'autre, pour donner d'autres établissements à travers le partenariat qu'on a signé. Le deuxième défi qu'on va programmer l'année prochaine, c'est la compétition à l'échelle régionale. On a un cadre qui va regrouper les au Maroc, qui va regrouper les écoles privées et aussi qui va regrouper les établissements publics. Ça ne sera pas de cette manière, mais ça sera, on l'a appelé contactant, en utilisant, donc il sera ouvert à toutes les réalisations, des lignes sombres au-dessus de lignes, des labyrinthes, des concours flash qui vont être divulgués aujourd'hui, ainsi que donc généralement on peut utiliser des robots Lego, on peut utiliser des épreuves, mais on peut aussi divulguer à travers un défi. Et un robot qui est un test qui va regrouper qui pour les contraintes par la suite, ce nouveau nez sera ouvert à nouveau l'année prochaine. Et bien sûr, quand on discutait ensemble, donc notre objectif c'est d'abord de rendre accessible ces technologies à nos enfants. La TDTech remercie, donc ça fait maintenant plus que 5 ans de fois. Donc eux ils ont choisi un ordre d'attaque, nous on a choisi un ordre d'attaque, et en fin de compte on va se complémenter. Et on va tenir la programmation nationale, et tout sera pour le mieux de nos enfants citoyens de nous. Et merci. شكرا. Heureusement au Maroc on a le droit de rêver. Alors on commence toujours par un rêve, on établit un projet, on travaille, on évalue, on a de la vérité. Shukran, Yassine, pour votre acharnement pour concrétiser le rêve du corps inspectoral de technologie, à savoir l'appui de l'enseignement de la technologie en Maroc. Et je me présente, Dr Kekigi, je suis président de la Fondation Temki. Je vous remercie pour votre invitation.
fait, nous avons appris, mes collègues et moi-même, sont derrière, énormément de choses ce matin en si peu de temps. Laissez-moi les énumérer en quelques minutes, si je puis me permettre. La première, c'est que vous faites un travail extraordinaire et qui peut bénéficier, bien entendu, aux dizaines de milliers d'élèves que la Fondation Temkin encadre à travers un certain nombre de programmes, au nombre de 8, utilisant une intégration innovante et créative des technologies de l'information et de la communication, et parrainant au moyen de ces technologies, notamment la plateforme Temkin. J'aurais aimé vous la présenter, mais je ne pensais pas que ça pouvait être possible, et ce n'est que partie remise. Donc, parrainant un certain nombre de clubs, dans un club de robotique à la faculté de sciences de Rabat. La deuxième raison, c'est que non seulement nous intégrons les technologies d'information, de la communication, mais nous avons l'ambition d'ajouter un certain nombre de composantes à cette plateforme, notamment une en partenariat avec l'Université européenne de Fès, qui est notre partenaire, en intégrant l'intelligence artificielle, qui identifierait, je résume, qui identifierait les besoins des élèves en matière de soutien scolaire, d'accompagnement, d'orientation, etc., pour mieux renforcer leurs compétences et donc leur permettre d'avoir une scolarité comme d'autres élèves à travers le monde, notamment Singapour, l'Inde, etc. Ouais. La troisième raison, en fait, la troisième chose pour laquelle je vous félicite, c'est cette ouverture que vous avez. Je vous remercie pour votre présentation qui est excellente pour nous. Cette ouverture que vous avez de travailler avec d'autres organisations, et je vous souhaite la bienvenue à la Fondation Temkin. Nous sommes partenaires de l'ensemble des académies régionales de l'éducation, de la formation, de l'entraide nationale, l'administration pénitentiaire, etc. Et donc, il y a des milliers et des milliers d'élèves. Cette année, nous avons atteint quelques 260 000 élèves. Nous proposons pour l'année scolaire 2019-2020 de toucher quelques 500 à 600 000 élèves. C'est dire l'importance de nos programmes qui profiteraient énormément de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous développez. Donc, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que nous participons, mes collègues et moi-même, à cette rencontre, et également avec beaucoup de joie que nous vous recevrons, si vous voulez bien, venir nous rendre visite, et nous apprendrons beaucoup avec vous, nos collègues également, nous apprendrons beaucoup avec vous. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous félicite pour cette rencontre, et puis nous anticipons d'autres, comme vous le disiez tout à l'heure, nous anticipons la participation à d'autres, mais cette fois-ci, nous viendrons vous présenter. Nous souhaitons retrouver l'ensemble pour venir vous présenter la plateforme et nos programmes. Donc, à la première occasion, s'il vous plaît, ne vous oubliez pas. Merci beaucoup. D'abord, bonjour tout le monde. Un très grand merci pour les organisateurs, les animateurs et pour les présents. Premièrement, je me présente, je suis Abdel Khayyaj, inspecteur pédagogique de l'Académie régionale de Fès, la direction provinciale de Molaire. J'aimerais bien parler de notre expérience au niveau de notre académie régionale. D'abord, on a travaillé vraiment, on a fait un travail colossal au niveau de l'initiation à la programmation. On a commencé par la semaine de la programmation Scratch. On a aussi travaillé sur la caravane Scratch pour initier les enfants, surtout les enfants du primaire à la programmation. Deuxièmement, on travaille aujourd'hui sur un projet vraiment colossal, c'est l'intégration de la robotique au niveau de l'école primaire, au niveau de trois directions provinciales. Peut-être c'est la direction provinciale de Molaire, le Hajj et Knes. Donc, l'Académie régionale s'engage pour assurer l'achat de pour favoriser l'intégration de cette programmation au niveau de l'établissement primaire. On prévoit aussi que l'intégration de la programmation au niveau des établissements primaires, ça sera
dans pas mal d'établissements pilotes. Il y a quelques établissements pilotes au niveau des espaces-temps pour intégrer des activités parascolaires pour initier nos enfants à la programmation. Ce qu'on cherche d'après tout ça, c'est de travailler sur les compétences du XXIe siècle. On parle de la pensée critique, on parle de la pensée informatique, on parle de la collaboration, on parle de la communication, on parle de pas mal de choses. Donc notre objectif, c'est de favoriser les apprentissages, c'est d'améliorer notre acte éducatif au niveau de notre académie régionale de Test. Donc à cette occasion-là, je tire chapeau bas pour تصير الموسم خيار تخلية أستاذي la question pédagogique que j'ai fait sur votre thème, mais je m'intéresse aussi encore parce que j'ai des enfants. Là, la question ديالي هو بالنسبة للكلوب de robotique interdisciplinaire. شنو الشيء اللي الكلوب؟ On va normalement parler pas uniquement robotique, mais du club système. Le club système, c'est un club pour activer tout ce qui est, disons, les programmes scolaires. Donc, généralement, tous les élèves ont accès, mais après, donc, on cible à travers des compétences, à travers des tests, des activités, et on peut diriger les élèves vers les activités qui leur conviennent. Donc, à travers le club, que ce soit dans le système, donc c'est un point de contact commun entre les différentes disciplines et il sera instauré après une réunion avec les profs. Donc toutes les disciplines sont intégrées, vont travailler sur un projet commun qui permet de définir des activités pour les élèves. Parce que la tendance aujourd'hui, on ne parle plus de technologie. C'est pourquoi dans les différentes discussions, donc on ne parle plus de technologie dans les disciplines, parce que si tu vas parler disciplinaire, surtout technologie, donc on ne va plus. Donc tu ne vas plus avoir de feedback, etc. Donc la tendance c'est les sciences techniques précisément les faits. Donc si on a cette vision, ça sera une étape préliminaire pour préparer les nouveaux curriculums qu'on va essayer de préparer pour les années à venir. Justement, c'est très intéressant de voir ce qu'on appelle l'horizontalité. Des points électriques, la physique, au niveau électronique, à ma connaissance. Donc, connaissance, l'électronique, il m'a fait c'est quoi les jolies et l'électricité. Technologie, je suis. Alors, l'intérêt du tableau, quand il est exhaustif, هذا مثلا في المات شنو غادي نحتاجو؟ علاش؟ نقول لك علاش. باش البروبليمات او الفيزيك يكاناليزي لي زيكزيرسيس ديالو ولي لوسون ديالو على داك الشيء على داك الطابلو. فهمتي؟ دابا مثلا الروبوتيك غادي نحتاجو نفركيو لي فوق مثلا نتاع اللي هو ولا شي حاجه مثلا فهمتي؟ Le contexte de la présentation est un texte pour partager ce livre. Mais Inch'Allah, à l'avenir, c'était programmé un workshop, mais malheureusement, on est en train de préparer les concours régionaux, les compétitions des fêtes, les fêtes Angers et Rabat. Mais je vous promets, donc, quand on attaque d'abord, on sensibilise les gens, on essaie d'intégrer, mais après tout ça, on parallèle, on prépare les modules communs entre les différents équipes. C'est juste pour le contexte, on s'est mis pour la présentation, c'est juste un partage, mais si ça a été pour après, si on veut le développer, donc il y a tous les modules qu'on vient de commencer. C'est vraiment, c'est très motivant. L'enfant, c'est très motivant, mais c'est très bon de matière quand même. Merci. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنرحب براسي معكم. كنشكر المنظمين. اكيد اللي كيبان في القاعه هو ان الاكاديميه ديال بروفيسيونال عاطيه اهتمام كبير لهذا الموضوع هذا ديال الادماج التكنولوجيا والمجالات الصغار، خصوصا اون انتيغرون لا روبوتيك. الحضور ديال الشيخ خالد بودران رئيس المركز الجهوي، الحضور ديال الاستاذ دوده، انا من الحضور ديال بعض الاساتذه اللي والدين شي اخلاص اليوم راكشي حنا انا لا كنكون اللي عندي من خلال التجربه ديال لا فيزياليزاسيون ديال الروبوت الخطيه
هو كنتخلص البروبليم ديال عندنا دو سواء لا بروغراماسيون ديال ان روبو ديال الواجب الانبوت هذا وهذو كتكون حساب وبيان كنخدموا من زيرو من يعني الداتا لا بروغراماسيون كنبداو هنا ديكو تخينا كنتخلص où il y a le volet pédagogique, donc il y a les différentes notions que l'élève doit acquérir durant le primaire. Après l'algorithmique ou programmation, là tu peux t'en passer du robot pour travailler directement sur un objectif. Ça dépendra d'objectifs. Notre objectif essentiel, c'est d'abord avoir un robot prêt, mais c'est pas le robot ou la robotique n'est pas un objectif en lui-même. C'est un moyen d'attraction pour l'élève, où il va préparer des défis. La résolution et la défi, شكرا على الاستضافة. Donc on est motivé, impliqué. Je vais juste répondre à la question. C'est vrai, il y a des robots très configurés, c'est comme le Donkey Kong. On peut acheter une voiture de 100 dirhams, télécommandée, qui fait la télécommande. En même temps, on peut faire intelligence artificielle derrière. Donc c'est pas cher, mais ça développe la partie machine learning et tout ça, la partie différente. شكرا. علاء بن سعيد أصدق الميكا. Nous sommes passionnés par la partie robotique et aéronautique. شكرا. Les gens qui travaillent dans le milieu scolaire public, où il y a moins de moyens, plus de problèmes, plus de contraintes. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, juste pour vous féliciter, et j'invite les autres, y compris à faire de même et à initier d'autres initiatives parce que les élèves du primaire, collège, lycée, c'est ceux qui ont besoin de ça. Parce que tous les problèmes qu'on rencontre au niveau universitaire, ils viennent de là. Et merci. شكرا. ملاحظة بسيطة وهو الديباجة ديال الورقة التقنية اللي بين يديكم. الفقرة الأولى تقول: لقد أصبحت الروبوتيات تتداول على نطاق واسع بالمنظومة التربوية المغربية من خلال مشروع إرساء وتعليم الثقافة الرقمية أو المباراة الوطنية للروبوتيات التربوية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بشراكة مع الجمعية بطبيعة الحال، أو عبر مجموع أنشطة الروبوتيات التي تؤطرها بعض الشركات والجمعيات المهنية المهتمة بالموضوع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة اليوم هو: هل الأنشطة المبرمجة تدور حول تعلم الروبوتيات أم التعلم بواسطة الروبوتيات أم الأمر يتعلق فقط بتعلم المبادئ الأولية للبرمجة الخطية؟ إذن هذا سؤال عريض ويجب الاشتغال عليه للوصول إلى مجموعة من الإجابات منطقية على هذا السؤال هذا. بالنسبة للإخوان اللي طرحوا الإشكال ملي كنبغيو نخدموا مع الوليدات ديال الابتدائي وكنلقاو un petit problème pour leur expliquer comment distribuer l'énergie à un actionneur, comment acquérir une grandeur physique et la convertir en un signal électrique, comment traiter une information. Je pense que le problème اللي كيطرحوا فيه الأساتذة اللي كينشطوا مثل هذه الورشات الابتدائي هو أن الأستاذ ما كيستطيعش يحيد القبعة ديال الأستاذ ديال التكنولوجيا وديال القبعة ديال أن أنيماتور في البريمير. C'est ça le grand problème. C'est que le primaire, on n'enseigne pas la technologie, on n'enseigne pas la robotique. D'accord? On exploite un robot, d'accord, comme un support pédagogique pour faire apprendre aux élèves du primaire d'autres connaissances et leur faire acquérir d'autres compétences. Par exemple, comment intégrer la robotique dans les sciences de mathématiques. Donc l'élève, à travers l'exploitation d'un robot, il va apprendre les notions clés des mathématiques. Alors, en sciences physiques, la même chose. En ingénierie, la même chose. C'est ça le problème. Alors, nous, quand on
انت كاستاذ ديال التكنولوجيا غتلقى مشكل في مقاربه الروبوتيات مع الاقسام اللي كدير التكنولوجيا مع الاقسام اللي ما كديرش التكنولوجيا. كاين هذا ان بروبليم. الاقسام اللي كدير التكنولوجيا راه كيتفاعلوا معاك. علاش؟ لان مرغمين اولا لان البرنامج ديال ماده التكنولوجيا كيرتكز على 5 ولا 6 الوحدات ولا المجالات المعرفيه: الالكترونيك، la mécanique, la programmation, le dessin industriel et l'économie. Donc هاد les 4 champs-là, les 5 champs كيفاش الأستاذ غيقاربهم من خلال اعتماد الآن في مادة التكنولوجيا الروبوت كمعين ديداكتيكي وليس بيداغوجي. يعني فاش كاين الفرق؟ دونك اللي خصنا نشتغلوا عليه ودابا حنا مرغبين نشتغلوا عليه يعني متخصصين بين مزدوجتين بالنسبه للتكنولوجيا، واللي يعني اكتسبنا واحد الخبره على مستوى مجال الروبوتيات، مساعده يعني المفتشين الابتدائي والاساتذه الابتدائي كيفيه يعني اعتماد الروبوتات لمقاربه مجال التكنولوجيا الذي اصبح مكونا اساسيا من وحده النشاط العلمي. وحده صافي. اذا الحديث معكم متعه، ولكن اذا غادي نعطيو الكلمه اللي غادي يدير لنا مداخله بعنوان approche didactique et pédagogique de la robotique en enseignement de la technologie au collège. Monsieur Aziz Amad, inspecteur de technologie, Académie régionale de Millal, Nepal. Merci, monsieur le Merci, monsieur le merci à tous les organisateurs. Il est toujours stressant de parler devant un public aussi expert comme je vais essayer dans cet exposé de présenter une approche didactico-pédagogique de ce qu'on appelle la robotique éducative. Le plan de l'exposé est le suivant. Donc, on a une introduction. Je vais présenter quelques concepts de base qui vont nous aider à comprendre de quoi nous allons parler. Puis, je vais présenter la définition de ce qu'on appelle la robotique éducative, parce que dans l'exposé, je n'ai pas utilisé la robotique pédagogique, je n'ai pas utilisé la robotique didactique, et j'ai utilisé le terme robotique éducative, et je vais expliquer pourquoi. Puis, je vais présenter quelle relation peut-il y avoir entre la robotique éducative et la technologie industrielle en tant que discipline scolaire. Puis, je vais présenter une approche didactico-pédagogique. L'approche sera présentée en se basant sur des articles de recherche scientifique qui ont été publiés dans des revues qui sont indexées. Je vais commencer par une phrase simple. Je vais la lire texto. Les livres seront bien dans les écoles. Les élèves recevront un enseignement visuel. Il est possible d'enseigner tous les domaines de la connaissance humaine par le cinéma. Notre système scolaire va complètement changer d'ici 10 ans, et ainsi de suite. À votre avis, qui a prononcé cette phrase? Un enseignant. Un résident de l'Amérique. Un résident de l'Amérique. C'est Thomas Edison en 1913. Pourquoi j'ai présenté la phrase? Pour vous dire que la robotique pédagogique, c'est la énième innovation parmi d'autres. Par exemple, la prophétie de Thomas Edison, il a prévu que dans 10 ans, il n'y aura pas de livres. Et pourtant, après un siècle, on a toujours les livres, on a toujours les cahiers, et le cinéma n'a pas invité les classes de nos écoles. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'enflammer beaucoup pour la robotique, il faut la considérer en tant que la énième innovation. Il a ses avantages, il a ses inconvénients, il a ses contraintes. Donc la robotique ne va pas résoudre les problèmes de l'enseignement-apprentissage, mais elle a des valeurs ajoutées à condition que nous sachions comment l'exploiter en classe. En général, la fonction enseignante, c'est une fonction qui est toujours prise entre ce qu'on appelle la modernité et la tradition. On a toujours quelque chose qui est moderne et toujours quelque chose qui est traditionnel. Si nous revenons par exemple à l'histoire de l'école, l'école sous la forme actuelle, l'école sous la forme actuelle a commencé au 19e siècle. Parce qu'avant le 19e siècle, on a pas mal de formes scolaires. On avait avant ce qu'on appelle l'enseignement individuel.
l'enseignement habituel, on avait un enseignant et des apprenants, et on a l'apprenant qui vient chez l'enseignant pour lui proposer des tâches, pour lui donner des exercices et ainsi de suite. Toujours le texte qu'on est en français et le texte d'Abila. L'Abila, si vous connaissez Abila, il raconte comment il fait ou bien il enseigne au Moyen-Âge. Après, au début du 19e siècle, on avait deux modèles, ce qu'on appelle le modèle simultané et le modèle qui est mutuel. Le modèle simultané, c'est le modèle qu'on a maintenant. Ça veut dire qu'on a un enseignant, 30 élèves et 40 élèves qui ont le même âge, le même niveau. Et on propose les mêmes activités aux élèves. Puis on avait ce qu'on appelle le modèle mutuel. Le modèle mutuel, on avait un enseignant avec plus de 200 élèves ou bien 150 élèves. Puis on a ce qu'on appelle les tuteurs. Les tuteurs sont des élèves qui sont plus âgés et qui enseignent. Ce que je veux dire par ça, c'est que ce qu'on a maintenant, c'est une construction historique. L'école n'a pas été toujours comme ça. Il sera toujours en changement. Mais le changement, il est très, très, très lent. Donc, il ne faut pas dire, par exemple, que la robotique ne va pas se propager à l'école. Il faut toujours être patient parce que l'école, elle est conservatrice. L'Arabia, c'est ça, on a fait. En général, le discours à propos de la robotique ou bien de toute innovation, on a deux types de discours. On a les discours qui sont enthousiastes et les discours qui sont sceptiques. Entre le discours enthousiaste et sceptique, on a ce qu'on appelle un discours qui est fondé sur des fondements qui sont purement scientifiques. Donc on est parce qu'on bute sur des difficultés qui ne permettent pas d'éduquer ou bien d'enseigner quelque chose qu'on voulait enseigner. Donc l'innovation est imposée par difficultés qu'on rencontre. Puis on a la définition d'André Tricot. Il dit qu'un enseignant innove lorsqu'il crée ce qu'on appelle une nouvelle façon d'enseigner. La façon d'enseigner selon André Tricot, c'est quoi? Il a 5 éléments essentiels. Dans une situation d'enseignement, on a ce qu'on appelle les activités de l'enseignant, les activités de l'élève, l'organisation de l'espace, l'organisation du temps scolaire, et on a ce qu'on appelle les relations entre enseignants et apprenants. Donc le fait d'innover, ça veut dire qu'on va changer un élément parmi les 5 éléments, selon André Tricot. Puis on a la définition de Cross. Il dit que l'innovation pédagogique en général, elle a 3 dimensions. Ce qu'on appelle la dimension technique. La dimension technique, ça veut dire qu'on va introduire un objet, ou bien un artefact dans la situation d'enseignement-apprentissage. Ou bien, elle a une dimension organisationnelle. Ça veut dire qu'on va changer l'organisation, soit de l'espace ou bien du temps. Par exemple, ce que vous connaissez maintenant, on parle de ce qu'on appelle les classes inversées. Classes inversées, c'est quoi? C'est qu'on va changer ce qu'on appelle le temps. Le temps qui était déjà scolaire, ce qu'on faisait avant en classe, on va le faire chez soi. Et ce qu'on faisait chez soi, on va le faire en classe. Donc on va inverser la classe. Donc c'est une innovation, selon Cross. Ou bien on va changer ce qu'on appelle la dimension sociale. Ça veut dire qu'on va revoir les relations qui vont s'établir entre l'enseignant et les apprenants. Nous allons adopter une définition qui est simple. L'innovation pédagogique, c'est quoi? C'est le fait d'introduire quelque chose de nouveau dans une situation d'enseignement-apprentissage, soit pour améliorer les apprentissages ou bien pour atteindre d'autres objectifs ou bien de nouveaux objectifs. Il y a un concept qui est très difficile à définir, c'est le robot. Vous connaissez que le robot, donc le robot c'est un concept. Tout concept a 3 éléments, ce qu'on appelle l'étiquette, ce qu'on appelle les attributs, ce qu'on appelle l'extension. L'étiquette, ça veut dire le terme qu'on va utiliser, donc on va l'étiqueter, on va l'appeler X. Les attributs sont les caractéristiques qui vont définir le concept. Et l'extension sont les exemples et les contre-exemples, ou bien les contre-exemples. Le mot robot, étymologiquement, le mot robot provient du terme robota. Robota, c'est un terme russe, bulgare et tchèque, mais nous allons nous limiter au terme tchèque. Il a été utilisé par un écrivain qui s'appelle Karl Kapchev. Donc il a écrit une pièce de théâtre dans laquelle il va parler des êtres artificiels qu'il a appelés robota. Robota en tchèque, ça veut dire les travaux forcés, ou bien le travail forcé.
Mais pour le concept scientifique, c'est un concept qui est en cours d'évolution. Donc on a commencé par le définir d'une façon A, puis on l'a défini de la manière B, et ainsi de suite. Mais il n'a jamais été figé dans une définition qui est totale ou bien complète. Avant, on a parlé, le robot c'est tout système qui peut effectuer des tâches sans intervention humaine. Ou bien avec intervention humaine. Ça veut dire qu'on a deux types de robots, ce qu'on appelle les robots de coopération ou bien de substitution. Un robot de coopération, c'est quoi? C'est un robot qui est manipulable par l'utilisateur. Le robot de substitution, c'est un robot qui n'a pas besoin d'utilisateur. Ça veut dire qu'il va effectuer les tâches automatiquement sans intervention humaine. Cette définition ne tient pas debout, parce qu'on a pas mal de systèmes, on a des confusions entre la machine, entre le système automatisé, entre le robot. Donc on ne va pas adopter cette définition. Puis on a d'autres définitions. La deuxième définition, c'est le robot, c'est un objet animé. Donc on a une condition d'animation. L'animation, c'est soit l'animation de tout le système, ou bien l'animation d'une partie du système. Cet objet effectue une tâche pré-programmée de manière autonome. Ça veut dire que la tâche, elle est déjà pré-programmée. Ça veut dire qu'il va interagir avec l'environnement, mais en se basant sur un programme qui a été déjà là. Cette définition-ci va créer pas mal de confusion, parce que un système automatisé, tout système automatisé peut être considéré comme un robot. Puis on a une deuxième ou troisième définition, le robot est un système mécatronique. La mécatronique, c'est un domaine où on trouve la mécanique, l'électronique et l'informatique. Donc c'est un système mécatronique doté de capacités de perception et d'action et capable de réaliser tout seul des tâches dans le monde réel. Ça veut dire qu'on a deux conditions ici, trois conditions. Système mécatronique, elle perçoit l'environnement, donc elle est dotée de capteurs, et elle agit sur l'environnement, donc elle a des actions. Et elle effectue la tâche sans intervention humaine. Dans cette définition, par exemple en technologie, nous utilisons pas mal de systèmes automatisés qui sont réalisés à l'aide des cartes, par exemple, pré-programmées, qui peuvent être considérés comme des robots. Par exemple, la barrière automatisée créée avec une carte Arduino, on peut la considérer comme robot selon cette définition. Donc on a besoin d'autres définitions qui va distinguer les robots des systèmes automatisés qu'on a maintenant en technologie. On a une définition de Philippe Coiffet. Philippe Coiffet, c'est un chercheur au CNRS français. Donc il a dit que le robot est un système qui peut percevoir l'environnement et agir sur l'environnement. Mais il doit avoir deux caractéristiques. La première, c'est ce qu'on appelle la flexibilité, ou bien la versatilité. La flexibilité, ça veut dire quoi? C'est le robot est capable d'effectuer plusieurs tâches, ou bien il effectue une seule tâche, mais de plusieurs manières. Si on prend par exemple la barrière automatisée, c'est un système qui effectue la même tâche de la même manière. Même s'il perçoit l'environnement, même s'il agit sur l'environnement, mais il effectue la même tâche de la même manière. Donc la première caractéristique, on ne la trouve pas dans la barrière automatisée. La seconde caractéristique, c'est quoi? C'est qu'il doit effectuer des tâches de manière automatique, ça veut dire sans intervention humaine, et sans qu'il ait une complète connaissance de l'environnement. Ça veut dire qu'on ne va pas le pré-programmer. Là, comme un exemple, par exemple, la tortue robot. La tortue robot, on la programme et elle se déplace. Elle se déplace indépendamment de l'environnement. Donc, il a une connaissance préalable de l'environnement, plus ou moins. Ça veut dire qu'il va faire le parcours coûte que coûte. Il n'y a pas de la définition sur le robot, mais il touche à l'environnement de manière léa, de façon léa complète. Maintenant, je vais essayer de donner une définition ou bien de faire une distinction entre la robotique didactique et en pédagogie. La robotique en général, c'est l'ensemble de domaines scientifiques et techniques en rapport avec la conception, la construction et la programmation de robots. Donc c'est un domaine qui est en même temps scientifique et technique. Le but du domaine, c'est quoi? C'est la conception, la construction et la programmation de robots. Le matériel pédagogique. Pédagogie en général, la pédagogie a été définie de plusieurs manières.
pour ne pas, on a le triangle pédagogique. Vous êtes enseignant, vous connaissez tous le triangle pédagogique. On a 3 pôles, l'enseignant, le savoir et l'élève. Le côté pédagogique se trouve sur l'axe entre l'élève et l'enseignant, indépendamment du savoir. Le savoir, tu l'as le côté didactique. Une relation entre élève et enseignant, on a ce qu'on appelle la relation pédagogique. Sachant qu'on a encore une autre définition de la pédagogie, mais ce n'est pas la peine de l'exposer. Donc le matériel pédagogique, c'est le matériel qui est utilisé dans la relation enseignant-élève sans avoir besoin ou bien sans relation avec le contenu. Par exemple, je peux utiliser un dispositif pour permettre à l'élève, par exemple, de développer ou de changer son attitude, d'apprendre à collaborer, par exemple, de développer son esprit critique indépendamment du contenu. Le matériel qu'on va utiliser ici s'appelle un matériel pédagogique. Par exemple, le tableau, je vais prendre le tableau noir. Le tableau en classe est peut-être un dispositif pédagogique. Par exemple, j'écris sur le tableau les règles que les élèves doivent respecter en classe, ou bien ce qu'on appelle le contrat entre l'enseignant et l'élève. Dans ce cas, le tableau n'est pas un dispositif, n'est pas un support didactique, c'est un support pédagogique, ou bien un matériel pédagogique. Le matériel didactique en général, c'est l'ensemble de matériel utilisable et qui a une relation avec le contenu. Ça veut dire qu'il va permettre à l'enseignant d'enseigner un contenu, il va permettre à l'élève d'apprendre un contenu. Le matériel en général utilisable en classe, on a pas mal de classifications. On a un matériel qui est utilisable hors de la classe, on va l'introduire en classe, et on a un matériel qui est propre à la classe. On a par exemple le compas, ou bien la règle. La règle n'est pas utilisable hors de la classe. Par exemple, les maquettes. Les maquettes ne sont pas utilisables hors de la classe. Par contre, par exemple, le ballon, la balance, l'ampèremètre et ainsi de suite, c'est un matériel utilisable hors de la classe et qu'on a introduit en classe. Donc la classe parfois traite des objets et parfois elle conçoit et développe ses propres objets. Donc le matériel didactique, on a toujours le contenu pédagogique, on a la relation enseignant-élève. Maintenant, le robot en général, lorsqu'on utilise le robot, est-ce qu'on l'utilise pour des fins pédagogiques ou bien éducatives, ou bien didactiques? Dans des disciplines, on utilise le robot étant un dispositif didactique. Ça veut dire qu'il va permettre à l'élève d'apprendre un contenu disciplinaire. En technologie, par exemple, sciences d'ingénieur, informatique et ainsi de suite. Et parfois, je peux utiliser le robot, par exemple, au primaire ou bien même au collégial, pour permettre à l'élève d'acquérir des compétences qui n'ont pas de relation avec le contenu. Donc, tantôt elle est didactique et tantôt elle est pédagogique. Donc, pour ne pas entrer dans la confusion entre pédagogique et didactique, on utilise ce qu'on appelle la robotique éducative ou bien le robot éducatif. Mais les anglo-saxons n'utilisent pas, je fais de la confusion didactique pédagogique et la robotique éducative qui fait un peu. Donc, ce que déjà je l'ai expliqué, donc entre savoir et enseignant, on a la relation didactique. Entre apprenant et savoir, on a le processus d'apprentissage. Entre apprenant et enseignant, on a la relation pédagogique. Sachant qu'on a deux types de triangles, on a deux triangles. Le triangle pédagogique d'El José et le triangle didactique d'El Bruce. Donc, la robotique éducative, la définition que je vais adopter, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un robot au sein de la classe, soit pour des fins didactiques ou bien pour des fins qui sont pédagogiques. L'utilisation du robot en classe, donc si on utilise le robot en classe, on parle de ce qu'on appelle la robotique éducative. La robotique en tant que champ de recherche. Donc, la robotique est l'ensemble des domaines scientifiques et techniques en rapport avec la conception, la construction et la programmation de groupe. La robotique éducative a trois caractéristiques. On a la première caractéristique, ça veut dire que la robotique éducative, c'est un héritage pluridisciplinaire.
Dans la robotique éducative, on a trois éléments. Et on a pas mal de disciplines qui étudient ce qu'on appelle le robot. On a la psychologie. Les gens maintenant qui travaillent en psychologie, comment le robot va permettre l'apprentissage, comment va-t-il motiver, comment va-t-il permettre ce qu'on appelle l'activité métacognitive. Et on a une autre discipline, c'est les sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation, soit en didactique ou bien en pédagogie, on étudie maintenant comment le robot va-t-il améliorer les apprentissages. Puis on a un autre domaine, c'est le domaine de l'intelligence artificielle. La robotique pédagogique peut être positionnée parmi les types. Il y a des chercheurs qui positionnent la robotique pédagogique parmi les types. On connaît les types, c'est la technologie de l'information et de communication pour l'éducation ou bien pour l'enseignement, sachant que je préfère utiliser l'éducation au lieu de l'enseignement. Il y a des gens qui font la comparaison entre le robot et l'ordinateur. Ils sont tous les deux des outils qui vont permettre des apprentissages, et ils ont tous les deux caractéristiques. Ça veut dire qu'ils peuvent être des outils de production, ou bien ils peuvent être des moyens d'apprentissage. Je peux utiliser un ordinateur pour, par exemple, produire un document. Je peux utiliser un ordinateur pour apprendre. Ça veut dire qu'il peut être soit un outil utilisable pour l'apprentissage, ou bien il peut être un objet d'enseignement. Ça veut dire que je peux, par exemple, étudier le robot en tant que dispositif. Des composants, software, hardware et ainsi de suite. Et je peux l'utiliser pour apprendre. Je peux l'utiliser pour produire quelque chose qui va m'aider à apprendre. Donc il y a pas mal d'utilisations. Le robot aussi a cette caractéristique. Ça veut dire que je peux utiliser le robot en tant qu'objet ou bien en tant que moyen. Le moyen, c'est un outil qui va permettre d'acquérir quelque chose. Et on a trois types, ou bien trois contextes d'utilisation de la robotique. Comme c'est déjà cité par M. Skri, je peux adopter ce qu'on appelle l'apprentissage de la robotique. Ça veut dire que je peux concevoir des activités pédagogiques qui vont me permettre de proposer à l'élève des activités en électronique, en mécanique, en informatique. Ça veut dire que le robot est une plateforme d'apprentissage. Donc ici, j'apprends la robotique. Je peux apprendre avec la robotique. Ça veut dire que je considère le robot étant en paire, le carré. Ça veut dire qu'il va, à travers l'interaction entre le robot et l'élève va développer ses compétences, va acquérir des apprentissages. Je peux apprendre par la robotique. Ça veut dire que le robot ici, c'est un tuteur. En général, nous parlons ici surtout des recherches anglo-saxonnes, parlent de ce qu'on appelle les robots de téléprésence. Surtout, nous, les difficultés d'apprentissage, où il y a des troubles d'apprentissage. L'enfant agit de façon très bénéfique avec un robot plus qu'un humain. Et on conçoit des robots qui ont l'aspect d'un enfant. Lorsque, par exemple, le robot qui a l'aspect d'enfant interagit avec l'élève, ou bien avec l'enfant, on a ici ce qu'on appelle l'apprentissage avec la robotique. Lorsque lui donne, par exemple, des consignes, lui présente, par exemple, des leçons, on parle de ce qu'on appelle l'apprentissage par la robotique. Troisième caractéristique, c'est qu'on a de la robotique, ou bien le robot en général est composé de deux parties, le hardware et le software. La difficulté, c'est qu'il faut mettre l'accent sur quelle partie. Est-ce qu'on va faire mettre l'accent sur la partie hardware ou bien software? En général, pour les robots humanoïdes et animaux, les robots humanoïdes sont les robots qui ont l'aspect humain. En général, l'utilisation en classe, on met l'accent sur la partie hardware. Ça veut dire qu'on met l'accent sur l'aspect du robot. Il faut que le robot suscite ce qu'on appelle l'empathie, l'interaction sociale. Il faut qu'il suscite les activités cognitives chez l'élève. Il faut qu'il soit acceptable par l'élève. Donc ici, on met l'accent sur la partie hardware et on ne s'intéresse pas à la partie programmation. Ça veut dire que la partie programmation, c'est un black box ou bien ce qu'on appelle une boîte noire. Deuxième utilisation possible, c'est qu'on peut mettre l'accent sur la partie software et oublier la partie hardware. Qui est utilisé par exemple avec les langages de programmation. Je peux utiliser un langage de programmation pour déplacer un robot soit physique ou bien virtuel, mais sans m'intéresser à la construction ou bien à la constitution du robot. Je mets l'accent sur la partie programmation. Puis on a la troisième partie, c'est la partie qu'on essaye de faire en technologie.
c'est le cas où on utilise ce qu'on appelle l'éthique robotique assemblage. Ça veut dire qu'on veut mettre l'accent en même temps sur la partie hardware, la construction du robot, la conception, et sur la partie programmation. Cette tâche, puisqu'il est difficile, puisqu'il est facile, je vais à la fin vous présenter une expérience qui a été faite en Russie pour avoir une idée en général de la complexité de cette tâche. La robotique éducative, les impacts sur les apprentissages. En général, lorsqu'on fait des recherches sur la robotique, on ne trouve pas d'études empiriques. L'étude empirique en sciences d'éducation consiste à faire la démarche suivante. Ça veut dire que je vais prendre 2 échantillons d'élèves. Les échantillons doivent être choisis de manière aléatoire. Par exemple, j'ai 20 élèves dans le groupe A et 20 élèves dans le groupe B. Un groupe sera le groupe témoin et un groupe sera le groupe expérimental. Par exemple, je vais étudier l'impact de la robotique sur l'acquisition de concepts en électronique. Je peux concevoir l'expérience suivante. Le groupe 1 va étudier l'électronique de la manière sans utiliser le robot, et le groupe B va étudier la robotique en utilisant le robot. Avant de commencer l'expérience, on procède à ce qu'on appelle le pré-test. Je fais un test pour le groupe 1 et le groupe 2. Après avoir terminé l'enseignement et l'apprentissage, je fais ce qu'on appelle le post-test, test de groupe 1 et groupe 2. Je fais une comparaison entre les résultats pour conclure si le robot a un impact sur l'apprentissage ou non. Il faut que l'expérience soit réplicable. Ça veut dire, je peux la faire, par exemple, je l'ai faite à Fès, je peux la faire à Internet, à Gaza, à Lyon, à Burkina Faso, Lesotho, Canada, et ainsi de suite. Donc il faut qu'il soit réplicable. Le discours qu'on entend à propos du robot en général, c'est un discours qui est basé sur l'intuition. Les études scientifiques qui ont étudié l'impact du robot sur l'apprentissage sont très rares, avec le protocole expérimental rigoureux que j'ai cité. Donc la plupart des cas, on a des impressions plutôt qu'un discours qui est scientifique. Pour les études qui ont adopté la démarche expérimentale citée, ils ont révélé par exemple que la robotique au collège permet d'améliorer les apprentissages liés à l'électronique, microprocesseurs, capteurs et transfert d'informations. Transfert d'informations, ça veut dire le flux d'informations entre l'environnement et le robot, et le flux d'informations entre les éléments ou bien les constitutions du même robot. La robotique éducative, elle permet d'améliorer les apprentissages en programmation mieux qu'un ordinateur. Ça veut dire que si je veux par exemple enseigner la programmation et j'ai 2 dispositifs didactiques, j'ai par exemple un robot et un ordinateur, la recherche de Pascal a montré que l'utilisation de robots améliore les apprentissages plus qu'un ordinateur. Pourquoi? Parce que le robot en général, il est motivant par le mouvement. Et le robot en général, il donne un feedback qui est très rapide. Parce que la programmation d'un robot va permettre à l'élève de voir l'impact de sa programmation sur quelque chose qui est physique. Par contre, par exemple, lorsque j'utilise un ordinateur, donc l'impact c'est très abstrait. Dans la cour de collégien, on a des élèves, là j'ai la classification de Piaget, le niveau d'abstraction c'est un niveau qui commence à 11 ans, 12 ans, et il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas la capacité d'abstraction. Des chercheurs qui ont dit que la robotique pédagogique ou bien la robotique éducative, elle permet de créer ce qu'on appelle, elle permet d'améliorer les apprentissages par le potentiel ludique. Potentiel ludique, ça veut dire que je peux utiliser un robot dans ce qu'on appelle les serious games. Serious games, c'est le jeu sérieux. Le jeu sérieux, ça veut dire quoi? C'est que je peux apprendre en jouant. Ça veut dire que je n'aurai pas de contraintes. Et si on revient à des recherches, on pose la question pourquoi on parle du jeu? Parce qu'en général, dans les recherches qui sont
l'apprentissage en général, on a deux types d'apprentissage. Ce qu'on appelle l'apprentissage primaire, ce qu'on appelle l'apprentissage secondaire. L'apprentissage primaire, c'est l'apprentissage qu'on fait dans la vie quotidienne. Nous apprenons dans la vie. Les gens qui ont l'école, comme les gens qui n'ont pas l'école, ils apprennent dans la vie. Dans la vie, nous apprenons en utilisant trois moteurs d'apprentissage. Ce qu'on appelle le jeu. Même les animaux, ils apprennent par le jeu, par l'exploration de l'environnement et par les interactions avec les individus. La pédagogie en général essaie de faire quoi? D'introduire les trois moteurs d'apprentissage primaire dans l'école. Pourquoi? Parce que le jeu n'est pas stressant. Le jeu n'impose pas des contraintes. Le jeu ça suscite du plaisir. Donc on a maintenant des gens qui disent que le robot, on peut l'utiliser comme jouet en classe. Lorsque j'utilise par exemple le robot comme jouet, ou bien comme outil de jeu, il peut améliorer les apprentissages parce qu'il va éliminer les contraintes imposées par la tâche scolaire. Le quatrième argument, il y a des chercheurs qui disent que la robotique pédagogique pourrait améliorer les apprentissages par son caractéristique qu'il n'est pas utilisable hors de la classe. Je vais prendre un exemple, par exemple le téléphone portable ou bien l'ordinateur. On parle maintenant que l'utilisation d'un ordinateur en classe va améliorer les apprentissages. Or, l'ordinateur c'est un outil qui est utilisable en classe et hors classe. L'élève préfère utiliser un ordinateur en classe pour jouer, pour chatter, pour se connecter à Internet. Quand je donne un ordinateur à un élève, je lui demande d'effectuer une tâche scolaire, il ne va pas effectuer la tâche. Pourquoi? Parce que la tâche scolaire a des contraintes. Par contre, les chercheurs disent que le robot, heureusement, le robot n'est pas utilisable hors de la classe. Donc le seul moyen d'accéder au robot, ou bien le seul espace d'accéder au robot, c'est en classe. Donc soit que l'élève accepte d'utiliser le robot pour effectuer des tâches d'apprentissage, ou bien il n'aura pas cette possibilité d'utiliser ailleurs. Sachant maintenant qu'on a ce qu'on appelle les robots aspirateurs, et l'élève peut jouer avec le robot aspirateur chez soi. La recherche a montré que les élèves qui ont une expérience de programmation ont un intérêt accru pour la robotique. Si l'élève a une expérience en programmation, donc il sera excellent en robotique. La technologie en général, c'est une discipline scolaire. La définition de la discipline scolaire, il doit avoir 5 caractéristiques qu'on appelle les connaissances déclaratives procédurales. Et on a les tâches, les objets et la matrice disciplinaire. Technologie, on a des éléments de terminer, je ne vais pas tarder là-bas. Les tâches qu'on peut faire en technologie, on a pas mal de tâches. On a l'observation, par exemple, je peux utiliser le robot et proposer la tâche d'observation en classe. Représentation à travers les dessins, les outils de représentation, l'étude, manipulation, montage, démontage, maintenance, réparation, construction, conception, fabrication, expérimentation, ainsi de suite. Pourquoi? Quels sont les champs qu'on choisit à introduire en technologie? Pourquoi? Pour introduire un champ technique dans la technologie bien à l'école, il faut 3 caractéristiques, ou bien il faut 3 conditions. Il faut que le champ technique soit important d'un point de vue national. Ça veut dire qu'il va permettre de créer une valeur ajoutée économique. Ça veut dire qu'on a un champ qui bénéficie économiquement. La deuxième condition, c'est que le champ doit être important d'un point de vue pédagogique. Ça veut dire qu'il va améliorer les apprentissages. La troisième condition, il faut qu'il soit accessible d'un point de vue pédagogique. Ça veut dire que le matériel utilisable dans ce domaine peut être utilisable en classe. La robotique a toutes ces caractéristiques, donc en tant que champ technique, elle peut être adoptée en technologie. Ici, on a ce qu'on appelle une organisation de ce qu'on appelle les sources de la transposition didactique. La transposition didactique, c'est la manière avec laquelle on va changer un savoir produit hors de la classe pour qu'il soit enseignable en classe. En technologie, on a 2 sources. On a ce qu'on appelle le savoir savant, qui sont les champs techniques, électronique, automatisme, informatique et ainsi de suite. Puis on a ce qu'on appelle les pratiques de référence. Pratiques de référence sont des pratiques dans la vie
qui ne sont pas savants, qui peuvent être utilisés comme source de connaissances. Par exemple, lorsque l'élève travaille en technologie sur la conception d'un système automatisé, donc ici, la source de la transposition didactique, c'est le métier de l'ingénieur. Parfois, il est ingénieur, parfois, il est technicien, parfois, il est agent commercial, et ainsi de suite. Donc, il prend le rôle d'autres éléments ou bien d'autres personnes qui sont dans la vie quotidienne. Les termes ne pas donc la robotique peut être utilisée comme savoir savant. Ça veut dire qu'on va prendre la robotique en tant que savoir savant, le champ technique et scientifique de la robotique, comme source de savoir à enseigner en technologie. Et en même temps, je peux prendre des pratiques sociales relatives à la robotique comme source de contenu. Par exemple, le travail d'ingénieur ou bien le travail dans les Fab Labs, les laboratoires de fabrication, ce qu'on appelle les MAIC. Ça veut dire que je peux permettre à l'élève d'endosser par exemple le rôle d'un ingénieur ou bien d'un MAIC au sein d'un Fab Lab. Transposition didactique, il permet de créer ce qu'on appelle le savoir à enseigner. Et là, on a ce qu'on appelle la transposition didactique externe. C'est un travail qui n'est pas le travail de l'enseignant. C'est le travail de ce qu'on appelle en didactique la nosphère. La nosphère sont les chercheurs, les inspecteurs et ainsi de suite. Le travail de l'enseignant, c'est son rôle, c'est de transformer le savoir à enseigner à un savoir enseigné. Et le savoir à enseigner, il doit en disposer. Ce qu'on a le savoir à enseigner, pour qu'il puisse enseigner. La contrainte qu'on a en technologie, c'est que ce savoir à enseigner, on n'en dispose pas. Donc, l'enseignant, pour élaborer le savoir à enseigner, il est obligé d'aller au savoir savant, il est obligé d'aller aux pratiques de référence, ce qui crée pas mal de confusion, pas mal de contradictions au niveau des contenus enseignables en technologie. Donc c'est un appel aux inspecteurs et aux gens qui sont responsables de travailler sur l'élaboration de savoir enseigner pour que le travail de l'enseignant soit limité ici. Je vais passer par ce qu'on a ici, le démarche à suivre pour enseigner, même quelque chose. C'est ce qu'on peut faire avec un robot en classe, de technologie. En général, en technologie, on a ce qu'on appelle un concept qui s'appelle le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, c'est un concept qui a été élaboré par Michel Oblin. Le centre d'intérêt, c'est quoi? C'est le fil rouge des savoirs qui sont mis en jeu en classe. Le centre d'intérêt en technologie, on a deux types de centres d'intérêt. Un centre d'intérêt autour de la compréhension du système. Ça veut dire que l'élève peut effectuer des tâches qui ont l'objectif de comprendre le fonctionnement du système. Ici, on peut utiliser le robot comme système. Ça veut dire que je peux proposer des activités didactiques et pédagogiques qui ont le but de permettre à l'élève de comprendre le système. Donc ici, il agit en tant que technologue, qui est une forme de technologue et technicien. Le deuxième centre d'intérêt, ça veut dire l'action sur le système. Ça veut dire que je peux proposer des situations didactiques et pédagogiques ou bien des activités didactiques qui vont permettre à l'élève d'agir sur le système. Il peut le concevoir, le démonter, le monter, le réparer, et ainsi de suite. Donc ici, il endosse le rôle de technicien. Dans l'approche du robot je veux l'exploitation possible en technologie. دابا عاد جا من ديك ومن الوجهات الاخرى. Non, parce que le thème, اعتذر على الاطاله لان الموضوع اللي صعيب باش تجي تهضروا تعطي دي فلاش نكونوا عارفين علاش نهضروا باش نهضروا. Je m'excuse la tombe. Donc, parmi l'exploitation possible de la robotique en technologie. Les activités pédagogiques de la robotique éducative, elles permettent d'externaliser ce qu'on appelle les connaissances. Donc, le constructivisme binaire, on a trois principes essentiels. Ce qu'on appelle l'interaction entre l'enseignant et l'objet d'enseignement,
Et on a un principe d'accommodation et d'assimilation. Et qui est maintenant le premier objet, l'interaction entre l'enseignant ou bien l'apprenant et l'objet d'enseignement. Donc le fait d'utiliser un robot, il va permettre d'externaliser. Ça veut dire ce que l'élève sait, il va le concrétiser dans le robot. Ces représentations, il va les externaliser en interagissant avec le robot. Donc c'est le premier avantage. La robotique, il permet d'adopter plusieurs approches. Par exemple, le serious game, le teaching by design, ça veut dire l'enseignement par la conception, la pédagogie de projet, l'apprentissage par problème, le learning by doing, ça veut dire l'apprentissage par l'action. Learning by doing, est-ce que faire est nécessaire pour apprendre? Est-ce qu'on peut apprendre sans faire et ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'action? Est-ce que l'action est physique ou bien elle est cognitive? Donc on a pas mal de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Les activités que je peux proposer en technologie, j'ai 3 activités essentielles. La conception, je peux faire travailler les élèves sur la conception d'un robot. Je peux faire travailler les élèves sur la construction d'un robot. Et je peux faire travailler les élèves sur la programmation d'un robot. Donc ce sont des choix à faire. Puisque, par exemple, je peux commencer en 2e année collégiale par conception, construction, programmation, ou bien puisque je peux commencer par la conception et laisser la construction et programmation en 3e année, donc ce sont des questions à explorer et essayer de proposer des réponses. En général, la maîtrise de la robotique éducative, elle nécessite un certain degré d'abstraction, surtout le niveau de la programmation. On a pas mal de choses dans la programmation qui nécessitent pas mal d'abstraction. Par exemple, les conditions. Je veux programmer un robot, j'ai pas mal de conditions. Est-ce que les conditions sont conjonctives ou bien disjonctives? Est-ce que, par exemple, je dois avoir la condition A et B et C pour effectuer l'action Y? Ou bien est-ce que je peux avoir l'action A ou B ou C pour effectuer l'action Y? Et c'est très difficile pour un élève du collège. C'est très, très difficile. Et on a par exemple l'incrémentation de boucle T égale à T plus 1. Par exemple, for I, point virgule, et ainsi de suite, T égale à T plus 1. Ça veut dire qu'on a une incrémentation de 1. C'est très difficile à comprendre par un élève. Le collégien, vous voulez T égale à T plus 1, il ne va pas la comprendre. Parce qu'il trouvera quoi? Il trouvera que 1 égale à 0. Il va simplifier par le T. On va dire pas 1 à 0 égale à 1. C'est très difficile de lui expliquer que c'est T à un instant par exemple A et l'autre T c'est à un instant B. La tâche qu'on propose à l'élève doit être pertinente, réaliste et simple à résoudre. Elle doit être située dans ce qu'on appelle en psychologie la zone proximale de développement. C'est une tâche qui n'est pas très très compliquée. Il peut réaliser la tâche par l'aide de l'enseignant ou bien par l'aide de ses pairs, des apprentis. Des chercheurs estiment que le lien entre les activités robotiques et la vie quotidienne sont très importants pour améliorer les apprentissages via le robot. C'est ce qu'on appelle le bridging, ou bien créer les ponts entre la vie et l'école. Ça veut dire donner le sens aux apprentissages. Par exemple, faire travailler les gens sur un robot, par exemple, qui ramasse les poubelles. Donc ça a un sens pour l'élève. Ça veut dire qu'il a un robot qui peut concevoir et qui peut être utilisable hors de la classe. Des chercheurs ont montré qu'une approche fondée sur l'investigation guidée, pour les anciennes technologies, c'est le niveau bas d'investigation. Si je fais travailler les élèves avec l'investigation guidée, elle est bénéfique pour les apprentissages. Si je propose par exemple une investigation ouverte, c'est très difficile. Parce que ça suscite ce qu'on appelle les charges cognitives. Charges cognitives, c'est un autre domaine. Avant de commencer la construction d'un robot, des chercheurs ont montré qu'il est nécessaire de permettre aux élèves d'explorer le kit de robotique avant de les obliger à travailler sur un défi de conception. C'est un appel par exemple aux enseignants de technologie. Vous voulez faire travailler les élèves sur la conception d'un système automatisé, il faut montrer le système automatisé. Première séance, au début de la première séance, pour que l'élève sache ce qu'il va concevoir. C'est ce qu'on appelle en pédagogie la motivation expectative. Expectative, ça veut dire que l'élève sait ce qu'il va faire. Donc il est motivé.
Et donc, durant toutes ces activités, il va mettre l'accent sur quoi? Sur ce qu'il doit apprendre pour réaliser, par exemple, le robot ou bien le système qu'il a vu durant la première séance. Une autre recommandation, ce sont les leçons courtes. Des chercheurs ont expérimenté des leçons qui sont courtes et des leçons qui sont très longues. Nous, par exemple, en technologie en 3e année, on a l'approche fonctionnelle qui dure 3 mois. On fait travailler les élèves sur la conception d'un système automatisé qui ne sera pas conçu durant le premier semestre. Donc, le choix est là. Les élèves se lassent, c'est rien. Donc, il est préférable d'adopter ce qu'on appelle des leçons courtes. C'est ce qu'on a en 2e année collégiale. Les enseignants de la technologie le secondaire, le cours de 2e année, c'est le premier, 3e année. La 2e année fait du cours de moins étudié. 3e année, cours de robotique. Donc, en robotique, si je veux faire, par exemple, proposer des activités de robotique, il est primordial de proposer des leçons courtes et des débats intéressants, ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. Pour l'environnement d'apprentissage, avant de faire travailler les élèves sur la robotique éducative, il faut disposer d'un grand espace de travail. Je ne peux pas faire travailler les élèves dans l'espace avec l'aménagement classique de la classe. Donc je dois disposer d'un très grand espace de travail. Cet espace de travail va permettre à l'élève de déballer le matériel, d'expérimenter et ainsi de suite. Les chercheurs, ils ont expérimenté 2 dispositifs. Espace اللي هو كبير مع espace اللي هو صغير. دونك ما ندخلش في التفاصيل ديال لي زارتيكل باش نديرو فيهم لي expériences. Pour permettre à l'apprenant d'utiliser les capacités de réflexion, il faut un environnement riche en outils. Il faut que l'élève ait à sa disposition pas mal d'outils. Ça veut dire que s'il a l'intention, par exemple, d'utiliser un outil, il doit disposer de cet outil. Or, on a une contrainte en technologie, on ne dispose pas du matériel nécessaire pour proposer ce genre d'activité. Il faut que la rétroaction immédiate soit intégrée au système. Ça veut dire que le robot il doit produire une rétroaction qui est immédiate. Si le robot ne permet pas de donner la rétroaction, il faut que l'enseignant donne un feedback qui est immédiat à l'élève. Il faut proposer à la fin des problèmes qui sont ouverts. Le logiciel et le matériel utilisé dans la robotique au collège, il faut qu'il soit adapté à l'élève. Par exemple, je veux faire travailler les élèves avec un logiciel qui est professionnel. J'ai pas mal d'outils dans l'interface. Ces outils qui sont nombreux vont créer ce qu'on appelle la charge cognitive. La charge cognitive, c'est l'ensemble de ressources cognitives qui seront mobilisées par l'apprenant pour effectuer la tâche. Dans la charge cognitive, on a 3 types de charges. Ce qu'on appelle la charge extrinsèque. La charge extrinsèque, c'est une charge d'excès, elle ne sert pas l'apprentissage, elle va perturber l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est un évident. Puis on a ce qu'on appelle la charge intrinsèque qui est imposée par la tâche que va faire l'élève. Et on a la charge utile, c'est elle qui va être utilisée pour apprendre. Donc il faut réduire tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc il faut travailler sur des logiciels qui sont accessibles et qui sont à la portée des élèves de collège. Lorsque nous adoptons la robotique en classe, les recherches ont montré que les élèves posent souvent des questions extrêmement complexes. Donc, nous, en tant qu'enseignants, on doit être bien formés avant d'entamer l'adoption de la robotique en classe. Alors, il y a des questions qui sont ça va perturber la relation de confiance qui est. Donc on ne peut pas commencer à utiliser la robotique sans avoir une formation solide des enseignants. Le travail en groupe ou bien les groupes de travail ne doivent pas dépasser 2 à 3 éléments. Vous avez tous travaillé avec des groupes. En général, en groupe, on a la répartition des tâches. On a l'ingénieur, on a l'exécuteur, on a celui qui va écrire, on a celui qui ne va rien faire,
on lui demande de ne rien faire, et on a ce qu'on appelle le perturbateur. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir tous les élèves qui vont travailler sur la tâche. À deux conflits avec les élèves, il va créer pas mal de charges qui va influer de manière négative sur l'apprentissage. Donc les chercheurs, un groupe ne doit pas dépasser 2 à 3 élèves. Les collégiens ont besoin de directives relativement précises. Ça veut dire que les directives soit seront écrites ou bien orales de la part de l'enseignant. Il faut encourager les élèves à partager leurs idées, leurs expériences en posant la question. Ça veut dire qu'on va créer ce qu'on appelle un conflit socio-cognitif au sein de la classe. Le travail collaboratif en robotique est très bénéfique pour les apprentissages, sans entrer entre la définition, dans la différence entre la collaboration et la coopération. En général, le travail en groupe est bénéfique pour l'enseignement de l'apprentissage de la robotique. Les enseignants doivent être capables, didactiquement et pédagogiquement, de soutenir les élèves et les guider tout au long de l'apprentissage. Les attitudes des apprenants. L'enseignant a une influence considérable sur la manière d'adopter la robotique par l'élève. Par exemple, si l'enseignant a une attitude négative envers la robotique, les élèves auront automatiquement une attitude négative. Il y a quelques stades عندهم كيكتبوا la robotique وتيقولوا هذه la robotique راه يديروها لنا automatiquement راه المتعلم ما غاديش يديرها لانه كما تنسميو pédagogie l'enseignant est un charmeur. Ça veut dire que c'est lui qui va susciter l'intérêt des élèves envers un objet d'apprentissage. Donc l'attitude positive, donc soit les formateurs, les inspecteurs doivent travailler sur le changement d'attitude des enseignants envers la robotique. Je ne peux pas enseigner la robotique en classe avec un enseignant sceptique envers la robotique. Une autre recommandation, c'est la formation en technologie avant le cours de robotique peut accroître la confiance. Ça veut dire, avant d'émerger l'élève dans la robotique, je dois commencer par des notions de base en technologie. Je fais de l'électronique, je fais de la mécanique, on fait en technologie. Donc la deuxième année, je peux par exemple enseigner l'électronique, la mécanique et ainsi de suite. Et la troisième année, je peux par exemple utiliser la robotique. Ou bien, semestre 1 fait les principes de base en électronique, mécanique et ainsi de suite. Et semestre 2, vous finissez de la robotique. La gestion de temps. Les chercheurs ont montré qu'il faut consacrer beaucoup de temps aux enfants pour construire et explorer le matériel complexe. Donc on doit disposer de temps. Nous, en classe, on a toujours la contrainte de temps. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de faire travailler les élèves sur des robots qui ne nécessitent pas beaucoup de temps de travail. Autre chose, il faut laisser le temps aux enfants pour examiner les différentes constructions de robots et leur comportement. Est-ce qu'on a vraiment ce temps-là ou non? Donc c'est notre question. La robotique et le genre ou le nerd, ça veut dire la différence entre les garçons et les filles en relation avec la robotique. L'Inde en 2007 a démontré qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles en ce qui concerne la capacité de construire et de programmer et de gérer le matériel libre. Ça veut dire maintenant des différences cognitives avec le genre masculin et le genre féminin. Mais les élèves ont tendance, les filles ont tendance à exprimer une attitude négative envers le robot, avec tout le respect des femmes. Mais les femmes ou bien les filles en général peuvent facilement exprimer l'attitude négative. L'explication des chercheurs est expliquée par ce qu'on appelle la socialisation. En général, on a la femme qui travaille dans un domaine, bien dans un contexte, il voit que les filles, il voit que le robot c'est un travail de genre masculin et ainsi de suite. C'est pour ça que les chercheurs ont dit par exemple que c'est la raison de ce constat. Les garçons, en même temps, les garçons sont moins disposés à suivre les instructions. Les garçons ne suivent pas les instructions lorsqu'on travaille sur les robots. En contrepartie, les filles suivent très bien les instructions. Si les instructions sont écrites, les filles vont les suivre à la lettre. Les garçons, non.
Pourquoi l'explication, c'est que le genre masculin, ou bien les garçons, sont sous l'emprise de ce qu'on appelle les clichés masculins. Un garçon, par exemple, un mec, on trouve ce qu'on appelle la concurrence, la vitesse, la destruction, ainsi de suite. Les filles n'ont pas ces clichés masculins, donc ils suivent les instructions à la lettre. L'expérience, je termine, l'expérience russe. Un lycée en Russie, il a travaillé avec l'Université d'État de Saint-Pétersbourg sur la création de ce qu'on appelle un centre de la robotique. L'étude de ce centre dure 3 ans. Ce sont des activités parascolaires, mais scolaires. On a 3 ans, donc on a 21 cours qui traitent la robotique de base, système de commande électronique, programmation et mécanique appliquée. La première année, on travaille sur l'acquisition de compétences de base en matière de programmation visuelle. Donc la programmation qu'on adopte en première année, c'est une programmation graphique. Maintenant, je t'excuse. Deuxième année, l'introduction de la programmation de texte. Troisième année, on fait travailler les élèves sur la conception, construction de robots. On commence par les kits qui sont déjà là, Mindforms et ainsi de suite. Puis, on donne aux élèves la possibilité de travailler sur les kits ouverts, Arduino, Raspberry, et ainsi de suite. Le centre a obtenu des résultats qui sont très importants pour l'apprentissage de la robotique. Mais en même temps, ils ont démontré qu'il est très difficile d'enseigner la robotique au collégial avec les contraintes de temps que nous avons. On doit faire 3 heures par semaine durant 3 ans. Intégrer la conception et développement et programmation d'un robot en base d'Arduino ou via Raspberry. La deuxième chose à prendre en considération, par exemple, on a des enseignants qui travaillent avec des élèves dans des clubs de la robotique. Ils disent que les élèves ils sont motivés par la robotique. Mais il faut prendre en considération que vous travaillez avec des élèves qui sont performants, qui sont excellents dans leur travail. Vous ne travaillez pas avec des élèves qui ont difficulté d'apprentissage. Les vrais la robotique améliore l'apprentissage. Parce qu'un élève qui est performant est déjà performant. Tu vas faire la tâche A, il va la faire. Mais est-ce que la robotique va améliorer les résultats de tous les élèves? C'est ça la question. La plupart des recherches à propos de la robotique, en général, ils utilisent des kits assemblables. Regardez des articles scientifiques, la plupart des kits sont assemblables. Mindform, le centre russe, ils ont développé un robot qui s'appelle TRIK. Il est développé par l'Académie russe des sciences. وفي واحد l'environnement développement وكاين واحد لو كيت روبو اللي هو بحال ما يتصور ولكن احسن من ما يتصور. الصراع الامريكي الروسي الى اخره. ولكن en général ils n'ont pas travaillé avec des kits qui ont ouvert. Par exemple l'Arduino Raspberry ما كاينش des articles scientifiques qui traitaient l'impact des robots sur les apprentissages. La deuxième chose, les investissements dans l'information et l'achat de matériel est colossal. Donc avant de commencer le déploiement de la robotique en classe, il faut faire pas mal d'études, surtout au Maroc. C'est un appel à l'université Akhawaï, aux collègues de l'université Akhawaï, de faire travailler par exemple des étudiants en master ou bien en doctorat sur des recherches sur l'impact de la robotique sur les kits ouverts sur les apprentissages au Maroc. On a besoin de ce type de recherche, on n'en dispose pas. La troisième des choses, il faut prendre toujours ce qu'on appelle les impacts de la robotique avec des pincettes stérilisées. Il faut optimiser, il faut relativiser plus. On a dit que la robotique va résoudre le problème, mais automatiquement il va apporter une valeur ajoutée à condition que nous soyons capables de l'adopter dans des situations didactiques et pédagogiques qui sont adéquates. Je vous remercie et désolé pour les 2 tiers. Le grand avantage, c'est Aziz,
هو ملي كيتكلف بشي مهمة كيبغي يدير ديك المهمة يعني بطريقة يعني اشتراكية، وبالتالي ينطلق من الإبستيمولوجيا عاد كينزل البيداغوجيا والديداكتيك.